Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est un vrai plaisir de se retrouver après un certain temps, en février dernier. Alors moi, je ne suis pas un adepte de la multiplicité des rendez-vous. Je crois plus aux rendez-vous intenses qu'aux rendez-vous répétitifs. Il n'empêche que ça fait loin. À cette session de printemps, vous avez préféré organiser la Braillescope à Saint-Brieuc. Merci pour le choix du lieu. Mais par contre, au débat démocratique au sein de l'institution régionale, débat démocratique auquel participe l'opposition, vous avez préféré un débat très organisé, où étaient conviés vos obligés et où il n'était évidemment pas question de remettre en cause la politique de la région. Et pourtant, il s'est passé beaucoup de choses depuis février. Je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir su rendre hommage aux bénévoles de la SNSM et aux victimes de ce drame. J'aurais souhaité pour ma part que l'on associe également à cet hommage nos deux commandos marines, dont l'un, Cédric de Pierrefonds, était un Lorientais. Merci également d'avoir su rendre hommage à Claude Champeau. J'ai eu la chance de siéger dans cette instance avec lui, et il avait cette capacité d'associer un amour pour sa ville de Rennes, un amour pour cette région qui est la nôtre. Je crois objectivement que la ville de Rennes est peut-être passée à côté d'une grande chance en ne lui donnant pas, à un moment donné de son existence, les responsabilités d'édile. Merci également pour l'hommage que vous avez su rendre à Yann Franche-Kemener, originaire de cette haute Cornouaille qui m'est chère et dont la vie peut se résumer en un mot, transmission. Transmission. Je n'étais pas à ses obsèques, mais il m'a été dit que votre vice-président avait su trouver également les mots pour rendre un hommage collectif à cette personnalité de la culture bretonne, qu'il en soit remercié. La cathédrale de Notre-Dame de Paris a été victime d'un terrible incendie. Événement douloureux qui a profondément marqué le peuple français, disant en cela la part d'identité que ce monument, qui est bien plus qu'un monument, représente pour notre pays. Par un tweet le lendemain, vous avez évoqué la possibilité d'une souscription, de participer à la souscription nationale. Pour ma part, je vous proposais, et la presse en a bien voulu s'en faire l'écho, que la Bretagne s'investisse plutôt concrètement par la mise en place de ce que j'appelais, les mots valent ce qu'ils valent, une Breisnerve, c'est-à-dire une force bretonne, capable de rassembler des gens, des compétences, capable de saisir cette occasion pour former des jeunes Bretons, capable de leur donner aussi la chance de participer à cet immense chantier national avant de revenir utiliser au mieux leurs compétences dans notre région. Il se trouve que quelques jours après, j'étais au lycée Jean Monnet à Quintin avec des tailleurs de pierre et des charpentiers. La plupart n'avaient jamais été à Paris, mais tous se disaient « mais pourquoi ne pas participer à cette affaire gigantesque ?» Alors, qu'est-ce qui va animer notre session? D'abord, il y a cette question de nos relations avec la SNCF pour le TER. Stéphane Roudotte en parlera longuement. Je souhaite simplement insister sur l'importance de 2 ou 3 sujets relatifs à cette question. Il serait bon que la métropole rennaise soit réellement solidaire de la région sur ce sujet. La région prend en charge la totalité des trajets TER internes à la métropole rennaise. Ceci représente à peu près 25% de l'activité du TER en l'état de mes informations. Or, la métropole rennaise bénéficie du versement transport. Ce n'est pas négligeable, 108 millions d'euros chaque année pour financer l'ensemble des transports. Ce ne serait pas inutile qu'elle soit à nos côtés, ce qui permettrait aussi d'épargner le budget de la région. Comment admettre qu'elle ne participe pas? J'aimerais que nous ayons une vision très claire et très concrète des relations entre les autres régions et les autres métropoles pour avoir des comparaisons qu'il m'est difficile pour ma part de réunir, mais qu'il vous serait peut-être facile de réunir. La Chambre régionale des comptes également évoque cette question. Elle évoque la dissimulation d'un accord qui serait intervenu entre la région et la SNCF
pour faire en sorte que la région concourt au financement des caisses de retraite des cheminots. Il se trouve que cette hypothèse a existé dans toutes les régions françaises. Alors, c'était antérieur à votre présidence, que les choses soient claires, Monsieur le Président. Et les autres régions françaises, pourtant de sensibilité socialiste généralement à l'époque, ont refusé ces accords. Et la SNCF les a astreints à un contentieux. Les régions ont toutes gagné ces contentieux. Alors ceci n'est pas négligeable. On est de l'ordre de 7,9 millions d'euros. C'est-à-dire concrètement, on a demandé à nos usagers bretons et à nos contribuables bretons de payer, en plus du service, de payer des caisses de retraite qui ne relevaient absolument pas des accords. La question du très haut débit revient comme à chaque fois. Pourquoi? Parce que c'est une préoccupation pour nos concitoyens. On a bien noté le changement radical de votre position, et à cet égard, nous l'avions non pas proposé ni suggéré, mais en tout cas, on vous avait demandé de vous poser toutes ces questions. Je crois qu'il y a eu des évolutions qui sont intervenues. Elles sont bien nécessaires, tant des retards interviennent. On nous cite le cas très douloureux, par exemple, de Pont-l'Abbé. Il n'empêche que ça pose une autre question. Orange était hors course, à l'évidence, je veux bien en convenir. Il n'empêche que Orange, France Télécom, naguère, et la Bretagne, c'est une longue histoire. C'est beaucoup d'emplois, dans une région comme Rennes, mais aussi à Lannion, plus encore proportionnellement. Donc je souhaiterais savoir comment tout ça va se poursuivre. Vous entreprenez une grande révision des systèmes de chauffage et d'énergie dans nos lycées. Très bien. Il était temps, parce que notre région est très douée pour faire la leçon aux autres, mais sur son propre domaine, elle avait pris beaucoup de retard. Nous regrettons qu'il faille 10 ans pour rattraper ce retard. Si j'étais professeur, je répondrais bon en théorie, médiocre en pratique. Et c'est vrai que jusqu'à présent, nous avons été médiocres en pratique. Je dois bien admettre que ceci aussi soit bien antérieur à votre présidence. La biodiversité va nous occuper. Nous nous rassemblerons tous dans ce rapport que vous nous proposez. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je voudrais évoquer un sujet très sensible. Très sensible parce que, et je fais une digression pour reprendre les éléments, vous allez maintenant assumer les responsabilités de la mer. Du fait de l'élection de notre collègue Kerleskin au poste éminent de député européen, je lui souhaite succès, courage, et je ne doute pas de sa capacité, je ne doute pas de sa volonté de bien faire. Vous avez préféré assumer en direct cette responsabilité, pour des raisons d'arbitrage peut-être multiples, je sais que tout ça n'est jamais simple. Je voudrais quand même vous faire remarquer, Monsieur le Président, que l'Ifré est bien loin des ports bigoudins. Ça ne vous a pas échappé. Je vous ferai également remarquer, Monsieur le Président, qu'on est tous unanimes pour demander, dans l'organisation gouvernementale, qu'il y ait un ministère de la mer, de façon à assurer une synthèse, une cohérence. Et puis là, je ne veux pas comparer une vice-présidence à un ministère, mais un peu quand même, on dépersonnalise, parce que le président ne peut pas s'occuper de tout, je comprends bien, et vous aurez d'autres tâches. Donc, je ne doute pas de l'intérêt de cette formule à titre transitoire, j'en doute un peu plus dans la durée. Je reviens à la mer. Maintenant que vous êtes chargé de ça, je vous invite à rencontrer les pêcheurs à Saint-Quay-Portrieux. Nous y étions avec le ministre de l'Agriculture il y a cela quelques jours, et les pêcheurs nous ont dit leur inquiétude quant aux éoliennes. Leur slogan est simple, non, les éoliennes ne doivent pas remplacer les pêcheurs. Que nous ont-ils expliqué? C'était tout à fait passionnant et je suis convaincu qu'ils vous feront la même démonstration. Ils nous ont expliqué avec leurs mots, et leurs mots étaient bien choisis, me semble-t-il, que la baie de Saint-Brieuc est une cathédrale sous-marine, que la baie de Saint-Brieuc, c'est le lieu où poissons, crustacés, coquillages se reproduisent. C'est en quelque sorte le nid de la Manche. Pour eux, ces éoliennes, parce qu'elles vont être fixées au sol, vont provoquer un traumatisme, une agression. On peut pourtant concilier les deux, Monsieur le Président. J'en ai la conviction. On peut arrimer différemment ces éoliennes. On peut faire en sorte qu'elles soient flottantes, c'est-à-dire que l'agression soit autrement moins grave. Il se trouve que je me suis rendu au Croisic, département de Loire-Atlantique, 5e département breton, fait partie des terres irrédentes que nous revendiquons. Eh bien, j'ai vu fonctionner au Croisic
des éoliennes qui sont flottantes et qui sont tout à fait satisfaisantes, qui marchent. Donc faisons-le très concrètement, arrêtons ce chantier redoutable tel qu'il est et faisons un autre, plus intéressant me semble-t-il, dans la baie de Saint-Brieuc, qui permettrait d'épargner les pêcheurs. L'international nous préoccupera aussi un petit peu, et c'est bien que nous ayons ce rapport, on n'a pas d'hostilité de principe à la politique que vous menez, il n'empêche que l'Australie est bien loin, l'Australie méridionale. Cela me semble bien loin et bien coûteux pour des actions de coopération entre nous et l'Australie. Des voyages, des déplacements. Alors je sais bien qu'il fallait accompagner les marchands de canons, il n'empêche qu'on devrait plutôt se focaliser sur le Pays de Galles, sur l'Écosse, sur la Cornouaille, sur l'Irlande, sur la Galice, autant de pays avec lesquels nous partageons l'héritage des Celtes. Ce sont des suggestions, ce n'est pas de l'hostilité, mais en tout état de cause, nous avons là une vraie légitimité sur laquelle il faut que nous insistions. En conclusion, je voudrais insister sur la différenciation. La Bretagne, dans son histoire, et c'était le cas au temps de Claude Champeau en particulier, a été très en pointe et a été très innovante dans ces domaines. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est la Normandie qui s'est réunifiée, ce n'est pas nous. C'est l'Alsace qui est en train de créer un modèle intéressant, singulier, puisque les deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin vont se fédérer. Et nous donnons le sentiment d'être à la traîne. Pourtant, j'entends un gouvernement qui ne cesse de parler de différenciation. Est-ce sincère? J'en doute parfois quand je vois en particulier M. Blanquer nous dire publiquement, c'était au Sénat, son hostilité aux méthodes immersives pour l'apprentissage des langues. Ces méthodes ont pourtant fait leurs preuves et ne sont pas du tout incompatibles avec une parfaite maîtrise du français. Ce serait faire injure à l'intelligence de M. Blanquer que de croire qu'il a tenu ses propos par méconnaissance du dossier. Je crains qu'il les ait tenus en conscience, en lien étroit avec l'idéologie jacobine qui marque profondément l'organisation du ministère, on le savait depuis longtemps, et la pensée du ministre, on en a désormais la preuve. Monsieur le Président, nous souhaitons donc que nous soyons très allants sur ces questions de différenciation. Nous vous proposerons, Isabelle Lebal a rédigé un vœu qui pourrait nous rassembler pour dire « nous voulons être pionniers sur ces questions ». Je ne doute pas de votre sincérité là-dessus, encore faut-il que nous l'affirmions, y compris parfois en bousculant les choses au niveau national plutôt qu'en étant simplement des spectateurs. Voilà les quelques éléments que je voulais mettre en avant au commencement de cette session qui nous réunira ces deux jours prochains. Merci. Merci à vous.